Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le député de la première circonscription. C'est notre invité du matin, c'est le député de la première circonscription, en effet, Philippe Dunoyer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que le président de la République est attendu ce soir en Nouvelle-Calédonie. Pour un député Renaissance, c'est un rendez-vous d'autant plus important, on l'imagine. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Alors, plusieurs choses. C'est toujours un événement. La dernière fois, c'était il y a 5 ans. Là, nous sommes à une période tout à fait cruciale de notre histoire institutionnelle. Donc, naturellement, on attend et j'attends du président qu'il donne une impulsion encore un peu plus décisive à tous les travaux qu'ont déjà entrepris Gérald Darmanin et ses équipes pour que nous nous retrouvions à la fin du mois prochain, si la date peut être maintenue et qu'on ouvre enfin, non pas des discussions, mais des négociations pour sortir de l'accord de Nouméa et trouver des solutions que les Calédoniens attendent. Alors, c'est une partie institutionnelle, mais il y a aussi une partie vie quotidienne et économie. Ça fait un moment que je milite pour solliciter la transformation des prêts qui ont pu être faits à la Nouvelle-Calédonie en subvention, compte tenu de la situation qui était déjà alors compliquée. Là, vous savez que nous sommes en phase, en guillemets, de cessation de paiement pour la Nouvelle-Calédonie. Donc l'urgence est encore plus avérée. Elle l'est dans des structures dont je vais pas revenir sur leur situation, mais qu'on regarde du côté d'Enercal, de la CLR, des cliniques, du RUAM. Enfin, on peut égrener un certain nombre de sujets. Donc il est possible que des aides soient apportées à la Nouvelle-Calédonie qui en a bien besoin. Et puis Vous attendez des réponses précises du chef de l'État sur ces différents problèmes économiques et financiers? Alors, les différents problèmes sont les nôtres, naturellement, et ça ne peut pas être une solution pérenne de régulièrement combler des trous à coup de subvention. Mais là, on est vraiment dans une situation éminemment critique. Et puis, il y a un sujet dont on parlera, qui est le nickel, avec un secteur, l'énergie, qui est en grande difficulté. Je citais Enercal il y a quelques instants, et il n'est pas impossible, j'espère en tout cas, que la logique de décarbonation de l'industrie lourde, qui est celle du président depuis le début de ce second quinquennat, les demandes, les attentes, qui sont celles des industriels, métallurgiques et miniers, qui ont des difficultés à garder une rentabilité à l'international, et donc cette situation tendue, pour éviter que les Calédoniens aient encore à subir une hausse du prix de l'électricité. J'espère qu'il pourrait y avoir aussi des annonces fortes dans ce domaine. Pour revenir à l'actualité institutionnelle, pourquoi, à votre avis, le chef de l'État vient maintenant, alors que vous le disiez, dans un mois, il doit y avoir des réunions trilatérales à Paris au mois d'août? Est-ce qu'il vient débloquer la situation? C'est quoi l'objectif précis, selon vous, de ce déplacement? Alors bon, d'abord sur la date, j'imagine que ça doit être très compliqué de le prévoir à l'avance. On a de la chance de l'avoir parce que finalement, il y aurait pu y avoir plus de problèmes en métropole à la suite des émeutes. Heureusement, le voyage est maintenu. C'est pas inutile qu'il vienne à ce moment-là. Il y a un mois à peu près, Gérald Darmanin finissait son dernier déplacement avec des perspectives très intéressantes, mais elles étaient relativement éloignées. On ne peut pas tout faire en 5 minutes. Le rendez-vous, je le disais, c'est plutôt fin août. Donc juin, Gérald Darmanin, juillet, le président de la République, août, la première ministre. Je trouve que c'est une cadence qui est bonne. Et puis évidemment, c'est la parole présidentielle. Donc elle sera très, très écoutée, très, très attendue pour confirmer l'élan qui est le nôtre, celui qu'on est en train de prendre, pour que toutes les formations politiques prennent, et elles le souhaitent, je le crois, leurs responsabilités, qu'on ouvre enfin ces discussions tripartites, alors en l'occurrence à la fin du mois d'août. C'est important qu'ils viennent nous lancer dans cette perspective, parce qu'on a besoin d'un soutien, on a besoin d'un accompagnement, c'est celui du président depuis déjà 6 ans, hein, depuis l'origine, mais évidemment, personne ne pourra remplacer ce soutien-là. On imagine que vous appelez les Calédoniens à venir écouter le chef de l'État dans le discours qu'il prononcera mercredi après-midi, place des Cocotiers. Oui, naturellement, oui, c'est quand même un événement. Et c'est important qu'il y ait du monde ou... Ah bah oui, bien sûr, c'est important qu'il y ait du monde, c'est cohérent, c'est logique par rapport au dossier qu'il va aborder et au sujet du moment, c'est cohérent par rapport à ses résultats, c'est cohérent par rapport à une visite présidentielle, c'est quand même pas tous les jours et tous les territoires n'ont pas la chance d'avoir une visite présidentielle régulièrement. Donc il y a énormément de sujets qui font que je pense et j'espère que les Calédoniens, je les appelle, viendront nombreux. Alors, il y a une place des Cocotiers qui peut être remplie, enfin une place de la paix qui peut être remplie maintenant. Et ce sera, j'en suis sûr, un moment particulier qui va marquer l'histoire et probablement l'avenir institutionnel. Le chef de l'État arrive avec un certain nombre de ministres, et notamment Philippe Vigier, le nouveau ministre des Outre-mer, qui remplace Jean-François Carenco. Philippe Vigier, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous avez eu l'occasion de le côtoyer à Paris.
Oui, effectivement, on a siégé ensemble dans le groupe UDI entre 2017 et 2018. On était dans la délégation aux Outre-mer également, puisque j'en étais membre également pendant les 5 dernières années. C'est un ministre des Outre-mer qui dit connaître les Outre-mer parce qu'il nous a côtoyés. Alors je dis nous, les députés calédoniens, les députés polynésiens, les députés ultramarins dans la délégation Outre-mer. Il ne cache pas bien sûr qu'il y a évidemment des choses à apprendre, mais je sais que c'est un ministre qui va mettre tout ce qui fait son caractère, son énergie, son dynamisme et sa volonté très forte à défendre les intérêts des ultramarins. Il l'a déjà dit. On va le redécouvrir pour certains et puis le recroiser bientôt. Et on a déjà pris contact, lui et moi, pour échanger plus spécifiquement sur le dossier calédonien. Alors justement, vous venez de dresser par ailleurs le bilan de un an de législature. Au niveau national, peut-être d'abord, c'est une année qui a été très agitée, aussi bien dans l'hémicycle que dans la rue. Comment est-ce qu'on le vit quand on est un député de la majorité présidentielle? Alors, quand on est un député de la majorité présidentielle calédonien, c'est-à-dire habitué à la recherche du consensus, ou en tout cas des équilibres, c'est finalement pas une surprise. C'était une surprise parce que jusqu'à présent, l'Assemblée nationale bénéficiait toujours d'une majorité plus ou moins forte et donc d'une forme de stabilité. Là, il n'y a pas de majorité absolue, certes. J'observe quand même que les textes, évidemment, budget ou projet de loi de finances sécurité sociale mis à part, les textes franchissent le cap de cette absence de majorité absolue. Des textes très forts sur la loi de programmation militaire, la loi de programmation pour la justice et d'autres encore. Donc ça veut dire que c'est agité, ça veut dire qu'il y a plus on va dire de petits événements, qui font que les médias s'en emparent en métropole, mais le travail se fait d'une autre manière que lors de la précédente législature. C'est une manière intéressante parce que ça permet aussi au pouvoir législatif de prendre une place un peu plus importante dans l'équilibre exécutif-législatif qui était voulu par les pères de la Ve République. On arrive à travailler quand même dans cette ambiance un peu éruptive qu'on a vue à l'Assemblée nationale? Oui, alors pas en permanence, parce que parfois c'est n'importe quoi. Je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas forcément à entendre ou à voir certaines choses comme je l'ai déjà vu depuis un an, mais c'est finalement moins important. On y accorde trop d'importance, notamment parce que l'objectif, c'est de faire le buzz, hein, comme disent les médias, mais c'est une partie qui est anecdotique. Le travail de fond est effectué, il est effectué en amont, il est fait en commission, il est fait dans l'hémicycle, il y a des amendements qui sont très sérieux et très discutés, et puis après, comme ce sont des travaux qui durent très très longtemps, il y a toujours 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là d'éruption, et c'est de ça dont on parle un peu trop. À titre personnel, quels sont les dossiers, les sujets auxquels vous êtes particulièrement consacré pendant cette première année? Alors, il y avait des sujets qui étaient des sujets liés aux engagements, bien sûr, pris pendant la campagne législative et qui sont un peu anciens. Mais donc, je parlais de la transformation des prêts. Ça, c'est un sujet qui était un sujet du moment. Et voilà, j'ai beaucoup milité pour faire entendre au gouvernement la nécessité d'avoir une action directe. Il y a la défiscalisation, qui est un outil dont on a bien besoin en Calédonie, dont la prorogation a été, vous le savez, jusqu'en 2029 décidée, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est aussi un mécanisme qui va être révisé en profondeur. C'est ce que l'ancien ministre des Comptes publics nous avait indiqué. Donc j'ai aussi fait quelques réunions de travail avec lui, avec Bercy, pour m'assurer de ne pas être oublié. Gabriel Attal. Gabriel Attal, pardon, qui est maintenant ministre de l'Éducation nationale. La défiscalisation, il faut la sauver. Il faut la faire évoluer, bien sûr, mais il faut la maintenir parce que c'est un outil absolument nécessaire au développement et aux investissements dans l'économie. Il y a des sujets qui sont un peu plus nouveaux. Je pense à la création de la délégation aux droits des enfants qui a été voulue par la présidente de l'Assemblée nationale, dont je suis membre et qui fait un lien avec les violences intrafamiliales, puisqu'on a demandé et rédigé déjà un rapport sur les violences commises sur mineurs dans les Outre-mer et pour la Calédonie, notamment des propositions sur la création d'une unité médico-judiciaire, sur aussi le déploiement d'une enquête. Alors ça peut paraître éloigné, mais tant qu'on ne sait pas exactement le nombre de victimes, on ne sait pas exactement quels moyens déployer. Donc sur ce volet-là, il y a le volet des étudiants aussi, je ne les oublie pas parce qu'on avait obtenu, mais ça n'a été mis en place que l'année dernière, l'augmentation du nombre de bénéficiaires et du plafond des bourses. Là, ils ont eu accès, qu'ils soient boursiers ou pas d'ailleurs, à un repas à 120 francs CFP, le fameux repas à 1 euro. L'extension du pass culturel, mais il reste encore des sujets, notamment l'augmentation des bourses accordées aux étudiants calédoniens qui partent en métropole pour suivre leurs études. Ça, c'est encore un objectif, ou la création d'un CROUS. Il y a l'ITR,
qui est l'indemnité temporaire de retraite, qui intéresse beaucoup, un peu plus de 5000 fonctionnaires de l'État calédonien qui s'inquiètent de sa disparition progressive. 3 comités interministériels, notamment encore récemment. Et Oui, c'est un sujet dont on n'arrête pas de parler. Oui. Il va quand même. Oui, il est là, il est vraiment dans une phase. Ça fait 4 ans que je suis dessus, mais bon, ça peut durer longtemps. Et là, en l'occurrence, à la fin de l'année, on devrait pouvoir, d'ici la fin de l'année, trouver une solution qui soit une solution de remplacement de ce dispositif qui disparaît. Ah, vous êtes investi, vous le disiez, dans la question du droit des enfants et des violences intrafamiliales. C'est quelque chose sur lequel vous allez continuer à vous mobiliser dans les mois, dans les années qui viennent? Oui, mais je dirais malheureusement, j'espère qu'un jour ce ne sera plus un sujet, mais les experts qu'on a pu rencontrer nous disent quelque chose de très simple et qu'il faut rappeler. S'il y a des violences intrafamiliales dans une cellule familiale dans laquelle vivent des enfants, ces enfants sont obligatoirement victimes, ou directes ou indirectes, de cet environnement violent. Et il se trouve que la Nouvelle-Calédonie est leader en matière de violence intrafamiliale. Donc je ne peux pas ne pas considérer qu'il n'y a pas un sujet. Ça ne veut pas dire que rien n'est fait, hein, je ne dis pas ça du tout, mais je pense que là aussi, il faut qu'on passe à un braquet de mesures beaucoup plus fortes, beaucoup plus complètes, notamment dans l'accompagnement, dans l'identification de ces jeunes, qui peuvent être parfois tout petits, mais peu importe. Et ces mineurs doivent être un peu mieux accompagnés pour que, évidemment, ils soient extraits lorsque c'est nécessaire, et puis que ces violences cessent le plus rapidement possible. Et bizarrement, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, où on a les plus grands taux de violence intrafamiliale, on n'a toujours pas cette fameuse enquête statistique et scientifique de l'INED. Donc ce rapport que j'ai voulu et que la présidente de la délégation m'a permis de faire, il permet aussi d'abord de remettre ce sujet sur la table. La secrétaire d'État chargée de l'enfance à qui on l'a présenté l'a bien intégré dans ses orientations, et je continuerai de me battre pour que les acteurs ici qui sont positionnés aient plus de moyens. Des regrets tout de même au terme de cette première année? Il y a des dossiers que vous n'avez pas pu aboutir, des Oui. choses que vous n'avez Oui. pas eu le temps de... Oui, bien sûr. Malheureusement, enfin oui, je ne suis qu'un homme avec mes faiblesses. Mais il y a des sujets sur lesquels je continue de demander quelque chose qui n'arrive pas. Mais c'est pas grave, hein, il faut être résistant. Par exemple, celui de la continuité territoriale intérieure. La continuité territoriale, c'est le lien entre la Nouvelle-Calédonie et l'Hexagone, on va dire, et l'aide à la prise en charge du billet. Il y a eu des revalorisations de cette aide, c'est très bien. Mais il reste encore d'abord trop peu de Calédoniens qui en bénéficient. Et puis, moi, je milite pour l'aide à la continuité territoriale intérieure, celle qui permettrait aussi, en plus des aides versées par la Nouvelle-Calédonie et les provinces, à l'État d'aider à la prise en charge de billets qui sont de plus en plus chers et qui sont une contrainte liée à la géographie. Ça existe dans d'autres territoires ultramarins, pas chez nous. Et pour le moment, je ne suis pas encore parvenu à obtenir cette extension. Mais désespère pas, et puis d'autres députés vont me rejoindre sur ce combat. La législature est encore longue. Oui. Pour conclure, Philippe Desnoyers, un mot peut-être sur les sénatoriales. Calédonie ensemble un sénateur sortant. Est-ce que vous allez présenter un candidat pour les sénatoriales du 24 septembre? Alors, la décision n'est pas encore prise, mais ça me donne l'occasion de faire une petite annonce. Il y aura un conseil politique de Calédonie Ensemble le 3 août à l'université, à l'Amphi 250, qui abordera justement le sujet des sénatoriales et qui permettra, je le crois, je le pense, de répondre à votre question. En attendant, vous allez donc suivre, j'imagine, de très près cette visite présidentielle, alors que Emmanuel Macron est attendu ce soir. Oui, bien sûr. Partout où je suis invité, je serai. Et ce sera de ce soir d'ailleurs, puisqu'il y aura la remise de la décoration à Marie-Claude Chibaou jusqu'à mercredi, son départ de Nouvelle-Calédonie. Philippe Desnoyers, député de la première circonscription, merci d'avoir accepté notre Merci de votre invitation. invitation.